Au pique-nique annuel, ma sœur a dit, à celle qui arrive toujours fauchée, démunie, et espérant compter pour quelque chose. Mes parents ont ri. J'ai levé mon verre et j'ai répondu, à celle qui est si désespérée qu'elle. Mon nom est Armelle, j'ai 30 ans. Lors du pique-nique annuel, ma sœur a levé son verre et a dit, à celle qui arrive toujours fauchée, démunie, et espérant compter pour quelque chose. Mes parents ont ri. J'ai levé mon verre et j'ai répondu, à celle qui est si désespérée qu'elle. Ce moment a tout changé. Ce fut la fin de la comédie, la fin des sourires forcés, et le début de ma libération. Mais avant d'en arriver à la conclusion de cette phrase, laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Avant de plonger dans les détails de cette journée qui a bouleversé ma vie, j'aimerais prendre un instant pour vous saluer. Je sais que vous m'écoutez depuis les 4 coins de la France, et même au-delà. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. C'est une façon pour nous de nous connecter, avant de partager cette épreuve ensemble. L'histoire commence donc au bord de la Seine, non loin de Rouen. Le soleil de juin filtrait à travers les feuilles des peupliers, créant des taches de lumière dansantes sur l'herbe verte. C'était le décor parfait pour notre pique-nique familial annuel, une tradition aussi immuable que la marée. Comme d'habitude, j'étais arrivée la première. J'avais apporté une quiche lorraine que j'avais passé la matinée à préparer et quelques bouteilles de cidre brut de Normandie, un produit local que j'affectionnais particulièrement. Ma contribution était simple, sincère, faite maison. Puis, le crissement des pneus sur le gravier annonça une arrivée bien moins discrète. La portière d'une Peugeot flambant neuve claqua, et ma sœur, Solange, fit son apparition. En retard, bien sûr, mais radieuse. Elle portait une robe d'été qui coûtait probablement plus cher que mon loyer et des lunettes de soleil de créateur perchées sur ses cheveux parfaitement coiffés. Elle sortit du coffre un panier de pique-nique en osier d'une marque de luxe et une glacière remplie de champagne. Chaque objet semblait crier sa réussite, une réussite que je savais en grande partie financée par mes soins. Mon père, Hervé, leva à peine les yeux de son journal, me gratifiant d'un hochement de tête distrait qui signifiait « Je t'ai vu, mais ne t'attends pas à plus d'effusion ». Ma mère, Odile, fut plus démonstrative, mais pas plus sincère. Elle m'attira dans une étreinte rapide et froide, ses joues lisses contre la mienne, avant de me positionner à côté d'elle pour une photo. Souris, ma chérie, montrons à tout le monde comme nous sommes une famille unie. J'ai souri, un rictus crispé. J'avais l'habitude de ce rôle. J'étais la fille simple, la graphiste freelance à la carrière instable, le faire-valoir parfait pour mettre en lumière le diamant de la famille, Solange, qui travaillait dans le marketing à Paris. Je me suis assise sur la nappe, un peu à l'écart. J'écoutais les conversations tourbillonner autour de moi. Ma tante Gaëlle, la sœur de ma mère, me lança une pique sur ma tenue. Toujours aussi simple, Armelle. Tu ne fais donc jamais d'efforts ? Je portais un jean et un simple t-shirt blanc. Que devais-je porter pour un pique-nique ? Une robe de bal ? Ma mère rit, un son cristallin et vide. Oh, tu la connais, elle est dans sa bulle d'artiste. Je sentais le poids de leur regard, leur jugement silencieux. J'étais la pièce dépareillée du puzzle, celle qui ne brillait pas, celle qui ne correspondait pas à l'image parfaite qu'ils voulaient projeter. Je me rongeais de l'intérieur, mais je ne disais rien. C'était la règle tacite. Je devais encaisser, sourire, et prétendre que tout allait bien. C'était le prix à payer pour faire partie de cette famille. Le repas se déroula dans une atmosphère de fausse gaieté. Solange racontait ses exploits parisiens, ses dîners dans des restaurants étoilés, ses projets grandioses. Mon père hochait la tête avec admiration, ma mère la couvait du regard. Pendant ce temps, personne ne me demanda comment se passait mon travail, si j'avais des projets intéressants, si j'étais heureuse. Mon existence se résumait à être la sœur de Solange, la fille de Hervé et Odile. J'étais invisible. Tout cela était normal, le scénario habituel de nos réunions. Mais ce jour-là, quelque chose en moi était différent. Une corde, tendue depuis trop longtemps, était sur le point de rompre. Et je ne savais pas encore que ce serait Solange elle-même qui, avec un geste théâtral, allait la sectionner net. Le repas touchait à sa fin. Le soleil commençait à descendre sur l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et roses.
C'est à ce moment précis que Solange décida de prendre la parole. Elle se leva, tapotant délicatement sa flûte de champagne avec l'ongle de son index. Le son cristallin attira immédiatement l'attention de tout le monde. Un silence s'installa, seulement troublé par le chant lointain d'un oiseau et le murmure de la Seine. Elle arborait ce sourire satisfait, celui qu'elle utilisait lorsqu'elle s'apprêtait à être le centre de l'attention. Elle balaya l'assemblée du regard, s'attardant une seconde de trop sur moi. « Je voudrais porter un toast », annonça-t-elle d'une voix claire et forte. « À notre famille, bien sûr, mais plus particulièrement à ma petite sœur, Armelle. » Mon cœur se serra. Je savais que ce qui allait suivre ne serait pas bienveillant. Ses compliments étaient toujours empoisonnés. Elle fit une pause dramatique, savourant son effet. Je lève mon verre à celle qui se pointe toujours sans un sou, démunie, mais qui essaie toujours, la pauvre, de prouver qu'elle compte pour quelque chose. Les mots tombèrent comme des pierres dans le silence. Puis, un rire éclata. Celui de mon père. Un rire bref, presque un grognement, mais un rire tout de même. Il fut suivi par celui de ma mère, plus aigu, plus nerveux, et enfin par le gloussement méprisant de ma tante Gaëlle. Leurs rires se mêlèrent pour former une cacophonie cruelle qui me transperça le cœur. Ils ne riaient pas avec elle, ils riaient de moi. C'était une humiliation publique, orchestrée par ma propre sœur, et applaudie par mes parents. Pendant des années, j'aurais baissé la tête. J'aurais senti les larmes me monter aux yeux, j'aurais marmonné quelque chose d'inintelligible et j'aurais attendu que le moment passe. Mais pas ce jour-là. Ce jour-là, la douleur laissa place à une froide colère. Une colère pure, tranquille, et incroyablement lucide. Je me souvins soudain de la raison pour laquelle j'avais commencé à leur donner de l'argent, à tous. 5 ans auparavant, mon père avait perdu son emploi dans une restructuration. Il était anéanti. Ma mère, incapable de gérer la situation, sombrait dans une dépression silencieuse. J'étais jeune, je venais de décrocher mes premiers contrats en freelance. Sans même qu'ils ne le demandent, j'avais viré mes premières grosses économies sur leur compte. C'est juste pour vous aider à passer le cap, le temps que ça s'arrange, leur avais-je dit. La phrase « juste temporaire » était devenue un mantra qui durait depuis 5 ans. J'avais payé des factures, remboursé des dettes, et depuis 2 ans, je finissais même par payer une partie du loyer de Solange à Paris pour qu'elle puisse maintenir son style de vie. J'avais fait tout cela par amour, par devoir, pensant que c'était mon rôle. Et ma récompense, c'était cette humiliation publique. Lentement, je pris le verre de cidre posé devant moi. Mes mains ne tremblaient pas. Je le levai, imitant le geste de Solange, créant un parallèle ironique. Tous les regards se tournèrent vers moi. Leurs sourires s'effacèrent, remplacés par une curiosité teintée d'appréhension. Je plantai mes yeux dans ceux de ma sœur, qui me regardait avec un air de défi. « Et je lève mon verre », dis-je d'une voix calme, mais qui portait dans le silence soudain. À ma grande sœur, celle qui est si désespérée qu'elle vient de clôturer le compte en banque qui finançait son luxueux appartement parisien. Le silence qui suivit fut absolu. Total. Un silence si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Le sourire de Solange se figea, puis se brisa en 1000 morceaux. Le rouge lui monta aux joues. Mon père arrêta de respirer, sa main figée à mi-chemin de son verre. Ma mère me regarda avec des yeux ronds, comme si elle me voyait pour la première fois. Personne ne bougeait. J'avais brisé le pacte. J'avais révélé le secret honteux qui se cachait derrière leur façade de réussite. Je bus une gorgée de mon cidre, le posai doucement sur la nappe, et me levai. « Je crois que je vais y aller », dis-je simplement. Personne ne tenta de me retenir. Alors que je m'éloignais, j'entendis ma mère laisser échapper un son, non pas un mot, mais un sifflement de colère contenue, « Armelle ». C'était la confirmation. Je n'avais pas seulement quitté un pique-nique. J'avais déclaré la guerre. Les jours qui suivirent le pique-nique furent étrangement calmes. Un calme plat, tendu, comme l'air avant un violent orage. Je m'attendais à un déluge d'appels, de messages, de reproches. Mais il n'y eut rien. C'était leur tactique, le silence punitif. Ils espéraient que la culpabilité et la solitude me rongeraient, que je reviendrais en rampant, en m'excusant.
J'ai passé ces journées dans une sorte de brouillard, oscillant entre la fierté d'avoir enfin parlé et l'angoisse de la rupture imminente. Chaque vibration de mon téléphone me faisait sursauter. La trêve silencieuse prit fin exactement 8 jours plus tard. Un mardi matin. Je reçus une notification de message. C'était Solange. Le texte était bref, presque banal. « Salut, tu peux m'envoyer les 500 € pour le loyer ? Comme d'habitude. Bise. Comme d'habitude. » Ces 3 mots firent bouillir le sang dans mes veines. Comme si rien ne s'était passé. Comme si ces paroles cruelles au bord de la Seine n'avaient été qu'un mauvais rêve. Elle ne s'excusait pas. Elle ne demandait pas. Elle exigeait. Elle me considérait comme un distributeur automatique, une ressource inépuisable qui devait fonctionner sur commande, peu importe la façon dont on le traitait. Je fixai le message, le cœur battant à tout rompre. Pendant un instant, le doute s'insinua. La vieille habitude, la peur du conflit, la voix de ma mère dans ma tête me chuchotant de ne pas faire de vagues. Mais ensuite, l'image de leur rire me revint en mémoire. Et la décision fut prise. Je tapai ma réponse. Un seul mot. Non. J'envoyai le message avant de pouvoir changer d'avis. La seconde qui suivit fut assourdissante. Puis, mon téléphone se mit à sonner. C'était Solange. Je laissai sonner jusqu'à ce que la messagerie se déclenche. Immédiatement, une avalanche de messages commença. Non. C'est une blague ? Armelle, réponds-moi. J'ai besoin de cet argent. Tu ne peux pas me faire ça. Tu es jalouse de ma vie, c'est ça ? C'est tellement petit de ta part. Je regardais les messages apparaître sur mon écran, sentant une force nouvelle m'envahir. Chaque accusation, chaque insulte, ne faisait que renforcer ma résolution. Puis, le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était ma mère. Je décrochai, préparé au pire. Armelle, sa voix était tremblante, une performance de mère blessée qu'elle maîtrisait à la perfection. Ta sœur vient de m'appeler, en larmes. Qu'est-ce que tu lui as fait ? Nous sommes une famille, on s'entraide. Tu ne peux pas la laisser tomber comme ça. Je ne la laisse pas tomber, maman. Je cesse simplement d'être son portefeuille. Ne sois pas si dramatique. C'est juste une question d'argent. Tu sais bien qu'elle a des difficultés en ce moment. Et vous, demandai-je, ma voix soudainement glaciale. Un silence. Qu'est-ce que tu veux dire ? Le prêt immobilier. Les 1800 € que j'envoie chaque mois. C'est aussi juste une question d'argent ? Le silence à l'autre bout du fil fut plus éloquent que n'importe quel mot. Elle ne s'y attendait pas, Armelle, ce n'est pas la même chose. Si, c'est la même chose. C'est fini. Je ne paierai plus. Ni pour elle, ni pour vous. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre. Mon corps tremblait, mais pas de peur. C'était l'adrénaline de la libération. Je venais de couper les 2 cordons qui me maintenaient prisonnière. La soirée ne fut pas terminée pour autant. 1 heure plus tard, mon père appela. Sa voix était calme, posée, ce qui la rendait encore plus menaçante. Ta mère m'a raconté votre conversation, commença-t-il sans préambule. J'espère que c'est une mauvaise plaisanterie. Non, papa. Ce n'est pas une plaisanterie. Tu es en train de détruire cette famille. Tu brises l'équilibre. Quel équilibre ? Répliquai-je, la colère montant. L'équilibre où je travaille 70 heures par semaine pour que vous puissiez vous moquer de moi pendant que vous encaissez mes virements ? Cet équilibre-là ? Il y eut une longue pause. Je l'avais touché. Fais attention, Armelle. Tu es en train de prendre une décision que tu pourrais regretter amèrement. C'était une menace. À peine voilée. Ils pensaient que leur colère, leur déception, leur chantage affectif allaient me faire plier. Mais ils se trompaient. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils s'apprêtaient à déclencher une arme bien plus destructrice, une attaque qui n'allait pas viser mon portefeuille, mais ma carrière, mon gagne-pain, mon avenir. Après cette série d'appels, un autre silence s'installa. Mais cette fois, il n'était plus seulement tendu, il était menaçant. Je savais qu'il n'allait pas en rester là. J'avais touché à la source de leur confort, à leur sécurité financière,
et leur riposte allait être à la hauteur de leur panique. Pendant ce temps, j'essayais de me concentrer sur mon travail. J'étais en phase finale d'un projet extrêmement important, un contrat qui pouvait littéralement changer la trajectoire de ma carrière. Je travaillais depuis des mois sur la refonte de l'identité visuelle de la marque, Le Verger d'Hervé, un producteur de Calvados réputé en Normandie. Le client, Monsieur Martel, était un homme exigeant mais juste, et il était ravi de mes propositions. Ce contrat représentait non seulement une somme conséquente, l'équivalent de 3 mois de mon revenu habituel, mais aussi une reconnaissance professionnelle que j'attendais depuis longtemps. Je me souviens de ma visite dans sa distillerie. L'odeur des pommes mûres, du bois ancien des fûts de chêne, la passion avec laquelle il parlait de son héritage familial. J'avais mis tout mon cœur dans ce projet, m'imprégnant de l'âme de sa marque pour créer quelque chose d'authentique et de moderne à la fois. Nous étions sur le point de signer l'accord final. J'étais pleine d'espoir. Pour la première fois depuis des années, je sentais que je pouvais enfin construire quelque chose pour moi, par moi-même. C'est là qu'ils ont frappé. Un vendredi après-midi, alors que je savourais une tasse de café en relisant les derniers détails du contrat, une notification d'email apparut. L'expéditeur, Jean-Luc Martel. Mon cœur fit un bond. J'ouvris le mail, m'attendant à une confirmation, à une date de signature. Ce que je lus me glaça le sang. Le ton était froid, impersonnel, à des années-lumière de nos échanges cordiaux. Chère mademoiselle, suite à la réception d'informations préoccupantes concernant vos méthodes de travail, nous avons le regret de vous informer que nous mettons un terme immédiat à notre collaboration. Informations préoccupantes ? Je ne comprenais pas. Je lus la suite, ma main commençant à trembler. Il nous a été rapporté, avec des preuves à l'appui, que plusieurs de vos propositions de design étaient fortement inspirées, pour ne pas dire plagiées, d'œuvres existantes. Notre entreprise ne peut tolérer un tel manque d'éthique. Plagier ? C'était impossible. C'était un mensonge. Mon travail était original, j'y avais mis toute mon âme. Puis, je vis la pièce jointe. Un document PDF. Je l'ouvris, la nausée montant en moi. C'était un montage diaboliquement bien fait. Quelqu'un avait pris des images de mon moodboard, des images d'inspiration, des ambiances, des palettes de couleurs que tout designer utilise et les avait placées côte à côte avec mes créations finales, en traçant des lignes rouges pour suggérer des similitudes. Pour un œil non averti, cela pouvait paraître convaincant. Mais pour moi, c'était la signature d'une seule personne. Solange. Elle était la seule à connaître assez bien mon métier pour monter un dossier aussi perfide. La tasse de café me glissa des mains et s'écrasa sur le sol. Je ne sentis même pas le liquide chaud sur mes pieds. J'étais paralysée par la haine. Ce n'était plus une question d'argent. C'était une tentative de me détruire professionnellement, de salir mon nom, de m'enlever la seule chose qui m'appartenait vraiment, mon talent et ma réputation. Je pris mon téléphone et l'appelai. Elle décrocha à la deuxième sonnerie, sa voix faussement enjouée. « Allô, ma petite sœur. » Quelle surprise. C'est toi, dis-je d'une voix blanche. Moi ? Mais de quoi tu parles, ma chérie ? Le mail à Monsieur Martel. Le plagiat. C'est toi. Il y eut un petit silence, puis un rire léger, presque un gloussement. Tu deviens paranoïaque, Armelle. Tu devrais te reposer. Tout ce stress. Mais je pouvais entendre le triomphe dans sa voix. Elle ne l'admettrait jamais, mais elle jubilait. Elle avait trouvé ma faille, mon talon d'Achille, et elle avait visé juste. Je raccrochai, en proie à un désespoir total. J'avais perdu le contrat de ma vie. Comment allais-je me relever de ça ? C'est à ce moment précis, alors que j'étais au fond du gouffre, que mon téléphone sonna de nouveau. L'écran affichait « Tante Gaëlle ». Je me préparais à subir un sermon, une leçon de morale sur l'importance de la famille. Mais ce que j'allais entendre était bien pire. Ce n'était pas une attaque isolée. C'était une campagne organisée. Je décrochai, la gorge nouée. La voix de ma tante Gaëlle était sirupeuse, faussement compatissante. « Armelle, ma chérie, j'ai eu ta mère au téléphone. La pauvre, elle est dans un état. Elle ne dort plus, elle a des palpitations. Tu sais, à son âge, le stress, ce n'est pas bon pour le cœur.
C'était la première salve. Le chantage à la santé, un classique. Je ne dis rien, la laissant dérouler son argumentaire empoisonné. On ne comprend pas ce qui te prend, continua-t-elle. Vous avez toujours été si proches. Abandonner tes parents comme ça. Hervé est si fier, il ne le montrera jamais, mais je sais qu'il est dévasté. Et Solange, elle est si inquiète pour toi. Elle pense que tu fais une sorte de dépression. La deuxième salve, inverser les rôles. Je n'étais plus la victime, j'étais le problème, la personne instable qui faisait souffrir tout le monde. C'était d'une perversité absolue. Je sentis la colère monter, mais je me forçai à rester calme. Tante Gaëlle, je sais ce que vous essayez de faire. Sa voix se durcit instantanément. Pardon ? Je ne fais que m'inquiéter pour ma famille. Une famille que tu es en train de déchirer. D'ailleurs, les cousins en parlent. Tout le monde se demande pourquoi tu es devenu si égoïste, si cruel. La troisième salve, est la plus puissante, l'isolement social. Il ne se contentait pas de m'attaquer directement, il montait le reste de la famille contre moi, me peignant comme un monstre sans cœur. Je raccrochai, le souffle court. C'était une guerre psychologique, et ils utilisaient toutes les armes à leur disposition. Je me sentis incroyablement seul, piégé dans une toile tissée de mensonges et de manipulations. J'ai failli craquer. J'ai failli prendre mon téléphone et leur envoyer un message disant « D'accord, vous avez gagné. Je vais payer ». L'épuisement était tel que la soumission semblait être la seule issue. C'est alors que Baptiste est rentré du travail. Il m'a trouvée assise par terre, au milieu des débris de ma tasse de café, les larmes coulant en silence sur mon visage. Je lui ai tout raconté, l'appel de ma tante, le contrat perdu, le mail de Solange. Il m'a écouté sans m'interrompre, son visage se durcissant au fur et à mesure de mon récit. Quand j'eus fini, il me prit dans ses bras. Ce n'était pas un geste de pitié, mais un geste de solidarité profonde. Je connais ça, me dit-il doucement. Je le regardai, surprise. Il parlait rarement de sa propre famille. Quand j'ai décidé de quitter mon poste dans l'entreprise de mon père pour lancer ma propre affaire, ce fut la même chose. Les appels, la culpabilisation, les « tu nous déçois », les maladies imaginaires de ma mère. Il ne supporte pas de perdre le contrôle. Ce n'est pas de l'amour, Armelle. C'est de la possession. Ces mots eurent l'effet d'un baume. Pour la première fois, je ne me sentais plus seule. Quelqu'un comprenait. Quelqu'un avait vécu la même chose et s'en était sorti. Il ne me disait pas quoi faire, il ne me jugeait pas. Il validait mes sentiments, il me donnait la permission de ressentir cette colère et cette tristesse. Ils veulent te faire croire que tu es folle, que tu es le problème, ajouta-t-il en me regardant droit dans les yeux. Ne les laisse pas gagner. Ne les laisse pas te voler ta propre réalité. Ce soir-là, nous avons bloqué le numéro de ma tante Gaëlle. J'ai désactivé temporairement mes comptes sur les réseaux sociaux pour échapper aux messages insidieux et aux publications passives-agressives. C'était comme fermer les écoutilles avant une tempête. Je me sentais plus forte, armée de la compréhension de Baptiste. Sa lucidité était un phare dans la tourmente qu'était devenue ma vie. Revigorée par cette nouvelle force, j'ai décidé de faire un dernier nettoyage. Je voulais m'assurer qu'absolument tous les liens financiers étaient coupés. Je me suis connectée à mon compte en banque en ligne, faisant défiler la liste de mes prélèvements automatiques. Et c'est là que je l'ai vue. Une ligne de chiffres, froide, implacable, qui apparaissait chaque mois à la même date. Un rappel glacial de ma propre naïveté. Une cicatrice numérique qui continuait de saigner à mon insu. La ligne sur mon écran d'ordinateur semblait me narguer. Prélèvement mensuel, prêt immobilier Durand. Durand, le nom de jeune fille de ma mère, qu'ils utilisaient pour certaines de leurs affaires administratives. 1800 €. Chaque 5 du mois. Depuis 4 ans. Je fis un rapide calcul mental. 4 ans, c'est 48 mois. 48 fois 1800 €. Cela faisait 86 400 €. Une somme astronomique. L'équivalent d'un apport conséquent pour un appartement. Mon appartement. Celui que je n'avais pas, parce que je finançais leur maison. Une vague de chaleur m'envahit, un mélange de honte et de fureur. Comment avais-je pu être aussi aveugle ?
Comment avais-je pu oublier ce prélèvement automatique, mis en place dans un moment de panique et de générosité mal placée, et ne plus jamais y penser? C'était la preuve ultime de la façon dont leur dépendance s'était normalisée dans ma vie. C'était devenu comme une facture d'électricité ou un abonnement Internet, une dépense fixe, invisible, une partie intégrante de mon budget. Sauf que cette facture ne payait pas pour mes services, elle payait pour leur confort, leur maison, leur vie, pendant qu'ils se moquaient de la mienne. Et le pire dans tout ça? Pas un seul « merci ». En 4 ans, jamais mes parents n'avaient mentionné ce virement. Jamais ils n'avaient dit « Merci, Armelle, grâce à toi, nous pouvons dormir sur nos 2 oreilles ». Rien. Ils prenaient l'argent, et ils le considéraient comme un dû. Mon sacrifice était devenu leur droit. Le sang me martelait les tempes. Je sentais le poids de ces 86 400 € sur mes épaules, le poids de toutes les choses que j'aurais pu faire avec cet argent, voyager, investir, sécuriser mon propre avenir. Au lieu de cela, j'avais sécurisé le leur, et en retour, j'avais reçu du mépris et des attaques personnelles. Ma souris survola le lien à côté du prélèvement. 3 mots s'affichaient en bleu, gérer ce prélèvement. Je cliquai. Une nouvelle page s'ouvrit, avec les détails du paiement récurrent. Et en bas de la page, un bouton rouge, presque provocateur, annuler le prélèvement. Mon cœur battait la chamade. C'était l'acte final. La coupure définitive. Plus de retour en arrière possible. J'hésitais une fraction de seconde, une dernière once de loyauté filiale luttant contre l'instinct de survie. Puis l'image du rire de mon père au pique-nique me revint. L'image du mail de Monsieur Martel. La voix mielleuse de ma tante. Et je cliquai. Une boîte de dialogue apparut sur l'écran. Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce paiement récurrent? Cette action est irréversible. Irréversible. Ce mot résonna en moi. Oui. C'est exactement ce que je voulais. Une action irréversible. Une frontière que personne ne pourrait plus jamais franchir. Ma main était ferme lorsque je positionnai le curseur sur le bouton de confirmation. Oui. Le clic de la souris fut un son minuscule dans le silence de mon appartement, mais pour moi, il eut la résonance d'un coup de canon. Un coup de canon qui signalait la fin de la guerre, ou peut-être, le début de la vraie bataille. Un message de confirmation s'afficha, votre prélèvement automatique a été annulé avec succès. Je m'adossai à ma chaise, expirant un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis des années. Un poids immense venait de quitter mes épaules. Je me sentais plus légère, presque euphorique. Une semaine s'écoula. Une semaine de silence total. Je savais qu'il ne tarderait pas à découvrir ce que j'avais fait. Le 5 du mois approchait. J'attendais. Puis, le 6, mon téléphone sonna. C'était un numéro que je ne connaissais pas bien, celui d'un cousin éloigné. Je décrochai, méfiante. La voix à l'autre bout était faussement inquiète. Armelle? C'est Mathieu. Dis-moi, j'ai eu ma mère au téléphone. Il paraît que la maison de tonton Hervé et tata Odile risque d'être saisie par la banque? C'est vrai? Mon Dieu, les pauvres, comment vont-ils faire? La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Et bien sûr, dans la version qu'il racontait, j'étais la grande méchante, la fille indigne qui mettait ses propres parents à la rue. Le jeu venait de monter d'un cran. Il ne se battait plus seulement pour l'argent, mais pour l'opinion publique de notre petit univers familial. Les rumeurs se propagèrent à la vitesse de l'éclair. En quelques jours, je devins le sujet de conversation principal de toute la famille. J'étais passé de « la gentille Armelle un peu effacée » à « Armelle la sans cœur ». Des oncles et tantes que je n'avais pas vus depuis des années se sentaient soudain le droit de m'appeler pour me faire la morale. C'était une campagne de diffamation parfaitement orchestrée, et mes parents en étaient les maîtres d'œuvre, se délectant de leur rôle de victime. Je ne répondis à personne. Je ne me justifiais pas. Je laissais le venin couler sans m'atteindre. Leur panique était le signe que j'avais touché juste. Puis, un mois exactement après le fameux pique-nique, je reçus un message de ma mère. Bonjour Armelle. J'aimerais que nous déjeunions toutes les 4 ensemble. Au bistrot, le Petit Zinc, samedi à midi. Juste pour parler. Papa et Solange seront là.
Juste pour parler. Je savais exactement ce que cela signifiait. C'était le dernier acte de leur pièce de théâtre. La scène de la confrontation, où ils allaient tenter une dernière fois de me faire plier par la culpabilité et la pression. Une partie de moi voulait refuser, ignorer le message et continuer ma vie. Mais une autre partie, la nouvelle Armelle, celle qui avait cliqué sur « Annuler », savait que je devais y aller. Non pas pour eux, mais pour moi. Je devais leur faire face une dernière fois, non plus en tant que victime, mais en tant que femme qui avait repris le contrôle de sa vie. Et cette fois, je n'y allais pas les mains vides. J'ai passé les jours suivants à me préparer. Ce n'était pas une préparation émotionnelle, mais logistique. J'ai fait des recherches, j'ai imprimé des documents, j'ai préparé des dossiers. J'allais à ce déjeuner comme un avocat se rend à un procès, armé de faits, pas seulement de sentiments. Le samedi arriva. Le Petit Zinc était un bistrot charmant, avec des nappes à carreaux rouges et blancs et une odeur de coque au vin qui flottait dans l'air. Ils étaient déjà là, installés à une table dans un coin. Leur visage était un mélange de tension et d'attente. Ma mère força un sourire, mon père avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans, et Solange me fusillait du regard, son maquillage parfait ne parvenant pas à masquer son amertume. Je m'assis. Le début du repas fut surréaliste. Nous parlâmes de la météo, de banalité, comme si de rien n'était. C'était une danse macabre, un simulacre de normalité avant l'assaut final. Ce fut ma mère qui se lança, après que le serveur eut pris nos commandes. Armelle, commença-t-elle d'une voix douce et calculée. Nous sommes dans une situation terrible. La banque nous a appelés. Nous risquons de perdre la maison. La maison où vous avez grandi. Elle laissa la phrase en suspens, espérant que le poids des souvenirs ferait son effet. Mon père enchaîna, sur un ton plus grave. Ce que tu as fait est irresponsable. Nous comptions sur toi. Solange ajouta sa touche personnelle, venimeuse. J'espère que tu es fière de toi. Tu es en train de détruire tes propres parents par pur égoïsme. Ils avaient tiré toutes leurs cartouches, la nostalgie, l'accusation, l'insulte. Ils s'attendaient à ce que je pleure, que je m'excuse, que je sorte mon chéquier. Je les laissai finir. Je pris une gorgée d'eau. Puis, je posai mon sac sur la table et en sortis 3 chemises cartonnées. Une bleue, une verte, et une jaune. Je fis glisser la chemise bleue devant mon père, la verte devant ma mère, et la jaune devant Solange. Ils me regardèrent, interloqués. Le silence s'installa. Personne ne touchait au dossier. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Le scénario ne se déroulait pas comme prévu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Finit par demander mon père, le front plissé. C'est ma réponse, dis-je calmement. Ouvrez-les. Solange fut la première à réagir. Avec un geste brusque, elle ouvrit sa chemise jaune. Son visage passa de la curiosité à l'incompréhension, puis à une fureur pure. Tu te moques de moi, siffla-t-elle, brandissant une feuille de papier. Une offre d'emploi pour un poste de vendeuse chez Carrefour ? C'est la blague la plus humiliante que j'ai jamais vue. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays ? Le visage de Solange était déformé par la rage. Elle jeta la feuille sur la table comme si elle était brûlante. Tu penses vraiment que je vais aller travailler dans un supermarché ? Moi ? Après toutes mes études, mon expérience à Paris ? C'est ça, ton grand plan ? Me rabaisser à ton niveau ? Mon père ouvrit sa chemise bleue avec plus de lenteur. À l'intérieur, il trouva une liste d'offres d'emploi pour des postes de cariste et de magasinier dans des entrepôts de la région logistique de Rouen. Des postes qui correspondaient parfaitement à son expérience passée avant qu'il ne perde son emploi. Il ne dit rien, mais son visage se ferma, ses mâchoires se contractèrent. Pour un homme si fier, l'idée de retourner à un travail manuel était une insulte suprême. Enfin, ma mère ouvrit la sienne. Elle y découvrit des annonces pour des postes d'aide cuisinière et d'employée de cantine scolaire. Elle qui se voyait en grande dame recevant ses amis pour le thé, l'idée de travailler dans une cuisine collective la révulsait. Elle referma doucement le dossier, le repoussant avec dégoût,
et me regarda avec des yeux pleins de larmes. Comment peux-tu être si cruel, Armelle? Nous sommes tes parents. Je les laissai exprimer leur indignation. Je ne les interrompis pas. J'attendis que le flot de reproches se tarisse. Puis, quand le silence revint, je pris la parole, ma voix toujours aussi calme, mais tranchante comme une lame. Ce n'est pas de la cruauté. Ce n'est pas une humiliation. C'est une solution. Je les regardai tour à tour, droit dans les yeux. Pendant des années, je vous ai donné de l'argent. Je pensais que c'était ça, aider. Je pensais que mon rôle était de vous sauver, de panser vos blessures financières pour que vous puissiez continuer à vivre comme si de rien n'était. Mais j'avais tort. Ce n'était pas de l'aide. C'était un pansement sur une jambe de bois. Je vous maintenais dans une illusion, et je me détruisais à petit feu. Je fis une pause, laissant mes mots infuser. Vous m'avez demandé de l'aide. Eh bien voilà ma réponse. La véritable aide, ce n'est pas de donner un poisson à quelqu'un, c'est de lui apprendre à pêcher. J'ai passé des jours à chercher ces offres. J'ai adapté les CV que j'ai mis dans chaque dossier. J'ai même surligné les numéros à appeler. Je vous ai donné des outils. Des opportunités. La possibilité de retrouver votre dignité, non pas en tendant la main, mais en utilisant les vôtres. Mon discours les laissa sans voix. Ils s'attendaient à des cris, des larmes, une négociation. Ils n'étaient pas préparés à un raisonnement logique, à un plan d'action concret qui les mettait face à leurs propres responsabilités. Solange fut la première à retrouver la parole. Tu es folle. Complètement folle. Je ne toucherai jamais à ça. Mon père secoua la tête. Tu ne comprends pas, Armelle. Tu ne comprends rien. Ma mère, elle, se leva. Je n'ai plus faim, dit-elle en rajustant son sac à main. Viens, Hervé. Viens, Solange. Nous n'avons plus rien à nous dire. Ils se levèrent tous les trois et partirent sans un regard en arrière, laissant les 3 dossiers sur la table, comme des preuves d'un crime. Ils me laissèrent seul, au milieu du brouhaha du restaurant, avec 4 assiettes commandées et jamais touchées. Le serveur s'approcha, l'air embarrassé. Tout va bien, mademoiselle? Je lui offris un petit sourire triste. Oui, tout va bien. L'addition, s'il vous plaît. Je payai pour ce repas fantôme. En sortant du bistrot, je sentis le soleil sur mon visage. Je n'étais pas triste. Je n'étais pas en colère. J'étais en paix. J'avais fait tout ce que je pouvais. J'avais offert une dernière porte de sortie. Ils avaient choisi de ne pas la prendre. La balle n'était plus dans mon camp. J'avais pensé que ce déjeuner serait le point final, la conclusion amère de notre histoire. Mais j'avais tort. Parfois, les graines que l'on sème dans la tempête, même si elles sont rejetées avec colère, finissent par germer dans les endroits les plus inattendus. Après le déjeuner au bistrot, un nouveau type de silence s'installa. Ce n'était plus le silence lourd de reproches de la première semaine, ni le silence menaçant qui avait précédé la destruction de mon contrat. C'était un silence vide, un abîme de non-communication. Ils m'avaient rayé de leur vie. Et, aussi étrange que cela puisse paraître, cela me soulageait. Le calme dans mon appartement n'avait jamais été aussi profond. Je me plongeais dans le travail, cherchant de nouveaux clients, reconstruisant ce que Solange avait tenté de démolir. C'était difficile, mais pour la première fois, chaque euro que je gagnais était entièrement à moi. 2 semaines passèrent. Un soir, alors que je vérifiais mes emails, une notification attira mon attention. L'expéditeur était « Ressources humaines, Carrefour Rouen ». Mon cœur s'arrêta. Je l'ouvris avec une main tremblante. Le message était court, standardisé. Chère madame, nous faisons suite à votre recommandation concernant la candidature de mademoiselle Solange. Nous avons le plaisir de vous informer qu'à l'issue de son entretien, nous lui avons proposé un poste de vendeuse polyvalente, qu'elle a accepté. Elle commencera sa période d'essai lundi prochain. Je dus relire l'email 3 fois pour y croire. Solange. Ma sœur, la parisienne snob et méprisante, avait postulé. Et elle avait été acceptée. Et elle avait dit oui. J'étais abasourdie. Je ne savais pas quoi ressentir. De la fierté? De l'amusement? De la pitié? Probablement un mélange des 3.
Elle n'avait pas fait ça par humilité ou par prise de conscience. Elle l'avait fait par pure nécessité. Le robinet financier s'était tari, et la réalité l'avait rattrapée. C'était une petite victoire, non pas sur elle, mais sur les circonstances. Quelques jours plus tard, une autre surprise. Mon téléphone sonna. C'était mon père. Je m'attendais à une nouvelle vague de reproches. Mais sa voix était différente. Gênée. Presque timide. Armel? C'est papa. Oui. Dis-moi, le dossier que tu m'avais donné, les offres d'emploi pour cariste. Est-ce que tu as encore les coordonnées de l'entrepôt à Grand Couronne? J'ai égaré la feuille. Je restai silencieuse un instant, assimilant l'information. Il n'avait pas jeté le dossier. Il l'avait gardé. Et maintenant, il me rappelait. C'était sa façon de demander de l'aide, sans jamais le dire. Oui, attends, je te l'envoie par message, dis-je, en gardant ma voix aussi neutre que possible. Merci, marmonna-t-il avant de raccrocher précipitamment. Mon père et ma sœur étaient en train de bouger. Contraints et forcés, certes, mais ils bougeaient. Ils affrontaient la réalité. J'aurais dû me sentir heureuse. Et pourtant, une ombre persistait. Ma mère. Odile. D'elle, je n'avais aucune nouvelle directe. Mais les échos me parvenaient. Elle avait commencé à appeler des membres de la famille, l'un après l'autre, pour se plaindre de sa fille indigne et de son mari qui avait perdu la tête. Elle empruntait de petites sommes ici et là, 50 € à une cousine, 100 € à un vieil oncle, jouant sur la corde sensible, se présentant comme une grande victime abandonnée de tous. Elle refusait de voir la réalité en face. Elle s'accrochait désespérément à son statut, à son illusion de grandeur passée. Elle préférait la charité humiliante à la dignité du travail. Je compris alors quelque chose d'essentiel. On ne peut pas sauver les gens malgré eux. Mon père et ma sœur avaient été poussés au pied du mur, et leur instinct de survie avait pris le dessus. Mais ma mère était différente. Son identité tout entière reposait sur le fait d'être Madame Durand, la femme du cadre, entretenue et respectée. Perdre cela était, pour elle, pire que la mort. Elle préférait s'enfoncer dans le déni et la manipulation plutôt que d'accepter ce qu'elle considérait comme une déchéance. La situation était donc complexe. Une partie de ma famille commençait, douloureusement, à se reconstruire sur des bases plus saines. Mais une autre partie, incarnée par ma mère, s'enfonçait encore plus profondément dans la toxicité. Je savais que pour que ma propre guérison soit complète, je devais avoir une dernière conversation. Non pas avec eux trois dans un restaurant, mais seul à seul, avec elle. Je devais affronter la source originelle du problème. J'ai choisi un mardi après-midi pour aller chez mes parents, sachant que mon père serait à son nouveau travail. Je n'avais pas prévenu de ma visite. Je voulais la voir sans qu'elle ait le temps de préparer son masque de victime. Je me suis garée devant la maison de mon enfance. Elle semblait plus petite, plus grise que dans mes souvenirs. La peinture des volets s'écaillait. C'était la première fois que je remarquais ces détails, ces signes de négligence que mon argent avait si longtemps dissimulés. J'ai frappé à la porte. Ma mère a ouvert. En me voyant, son visage est passé par une succession d'émotions, la surprise, la colère, puis une méfiance calculatrice. « Qu'est-ce que tu veux ?» dit-elle sèchement. « Je veux te parler. » Seule. Elle hésita, puis recula pour me laisser entrer. L'intérieur de la maison était impeccable, comme toujours, mais il y avait une tension palpable dans l'air. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine, celle où j'avais fait mes devoirs pendant des années, celle où nous avions partagé tant de repas en silence. Elle commença la première, reprenant son rôle favori. « Si tu es venu pour m'entendre te supplier, tu perds ton temps. Je survivrai. Malgré ce que tu nous as fait. Je ne suis pas venue pour ça, maman. » Je la regardai, non plus avec la colère du pique-nique ou la pitié du restaurant, mais avec une sorte de clarté triste. Je suis venue essayer de comprendre. Comprendre quoi? Que tu as détruit ta famille? Non. Comprendre pourquoi tu as si peur. Le mot la déstabilisa. Elle ne s'attendait pas à ça. Peur? Je n'ai peur de rien. Si, tu as peur. Tu as peur de ce que les gens vont penser.
Tu as peur de ne plus être Madame Durand, la femme du cadre qui a réussi. Tu as peur de devoir admettre que les choses ne sont plus comme avant. Tu as tellement peur de perdre ton statut que tu préfères manipuler tout le monde, emprunter de l'argent dans notre dos et te comporter en victime plutôt que d'affronter la réalité. Des larmes de rage montèrent à ses yeux. Tu ne sais rien de ma vie. Tu ne sais rien de ce que j'ai sacrifié. Et toi, maman, est-ce que tu sais quelque chose de la mienne? Est-ce qu'une seule fois en 5 ans, tu m'as demandé si j'allais bien? Si j'étais fatiguée? Si j'avais peur pour mon propre avenir? Ou est-ce que j'étais juste un compte en banque pour toi? Mes questions restèrent suspendues dans le silence de la cuisine. Et pour la première fois, je vis une fissure dans son armure. Ses épaules s'affaissèrent. Elle ne pleurait pas, mais son visage se décomposa, révélant une femme épuisée et terrifiée. C'est difficile, murmura-t-elle. Tout ce pourquoi j'ai travaillé, l'image, le respect. Tout s'effondre. Ce n'était pas une excuse. Ce n'était pas des remords. Mais c'était un aveu. Un moment de vérité brutale. Elle n'admettait pas le mal qu'elle m'avait fait, mais elle admettait sa propre faiblesse. Et pour moi, c'était suffisant. Je me suis levée. Je t'aime, maman. Je crois que je t'aimerai toujours. Mais je ne peux plus être ton bouclier, ni ton portefeuille. Tu vas devoir apprendre à vivre avec la réalité. Ou pas. C'est ton choix. Mais ce ne sera plus ma responsabilité. Je suis partie, la laissant seule dans sa cuisine impeccable et sa vie en ruine. Ce fut la conversation la plus difficile de ma vie. Mais en sortant de cette maison, je me sentis enfin, et complètement, libre. 6 mois plus tard. Baptiste et moi étions à l'aéroport, attendant d'embarquer pour un long voyage en Italie, sans date de retour précise. Mon téléphone vibra. Un message de mon père, une photo de lui, tout sourire, à côté d'un nouveau barbecue. Légende, payé avec ma première prime. Soirée grillade quand tu rentres? Une autre notification. Solange. Une photo de son déjeuner avec des collègues de Carrefour. Légende, fatiguée mais heureuse. Qui l'eût cru? Je souris. Notre relation n'était pas parfaite, elle était encore fragile, mais elle était devenue réelle. Basée non plus sur la dépendance, mais sur un respect mutuel et distant. De ma mère, je n'avais pas de nouvelles directes, mais je savais, par mon père, qu'elle avait fini par accepter un petit travail à temps partiel. En regardant les avions décoller, je pensais à tout le chemin parcouru. Mon voyage m'avait appris que fixer des limites n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte d'amour-propre, une condition essentielle à la survie. L'amour véritable, celui qui guérit et qui construit, ne vient jamais avec une facture à payer. Il respecte vos non autant que vos oui. Et vous? Avez-vous déjà dû tracer une ligne infranchissable avec votre propre famille pour vous protéger? Partagez votre histoire dans les commentaires. Parfois, le simple fait de savoir que nous ne sommes pas seuls dans nos combats est le plus grand des réconforts. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker la vidéo si cette histoire a résonné en vous, et de vous abonner pour plus de récits de vie.